Bonjour. On est mardi midi 15. C'est notre tradition pour les lives du réseau Annie RH où on reçoit toujours un invité pour nous aider à parfaire nos connaissances sur un aspect quelconque des ressources humaines. Aujourd'hui, on s'intéresse à la gestion des ressources humaines internationales, comment on gère des expats, comment on prépare un package, comment on pense même un dossier d'expatriés de gestion internationale. Benoît, bonjour. Bonjour, Annie. Bonjour tout On le a le monde. plaisir de te recevoir. Benoît, c'est ton champ d'expertise. Tu œuvres à titre de consultant et tu te spécialises notamment dans tout ce qui est minier, mais particulièrement dans la gestion des expats. Donc aujourd'hui, on va chercher dans ta tête les informations essentielles à connaître, à savoir. Bien, merci de l'opportunité. En fait, effectivement, j'ai fait quelques projets miniers en construction, que ce soit au niveau des études de faisabilité, de préfaisabilité, de mise en opération. Alors, je vais essayer de donner quelques pistes, point de vue ressources humaines dans ce qu'on a à faire. Hey Benoît, on veut commencer. D'abord, études de faisabilité. Oui. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Exemple, je suis ressources humaines, mon entreprise, mon patron m'informe qu'on a un projet sur un autre continent. On me demande de commencer à regarder ça. Fait que je commence à penser à quoi? Oui. Bien, d'abord, bien qu'on ait toujours un modèle, il faut toujours s'adapter à la réalité du pays. Ce n'est pas un one size fit pour tous les projets. Il y a souvent toute la notion de regarder est-ce que je vais faire affaire avec une entité locale ou je vais continuer à faire affaire avec l'entité qui est à l'extérieur du pays. Donc, quand on commence avec la partie ressources humaines, Annie, il faut d'abord comprendre bien l'estimation des coûts avec pour faire l'estimation des coûts. C'est quoi la charge sociale et ou les charges sociales qu'ils ont dans le pays, que ce soit les charges sociales qui sont comme dit, dans le pays d'origine et ou dans le pays, exemple au Québec. On fait toujours souvent des études de comparaison dans les pays. C'est quoi comment on va rémunérer pour être compétitif dans le pays, tout en sachant qu'on peut avoir des provenances de différents endroits. Il peut y avoir des gens qui viennent de l'Ontario, exemple, si on parle du Canada, qui peuvent venir d'autres provinces, et il y a des gens qui peuvent venir de d'autres pays aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a toujours le même salaire, mais est-ce que notre équité par rapport au même poste est intéressante? Il y a toute la notion de visa qu'il faut bien sûr s'assurer que est-ce que nos gens qu'on veut envoyer à l'international ont leur visa de travail? C'est quoi les règles, les procédures? C'est quoi la durée? On va voir récemment un projet au Brésil. Alors, après 9 mois, on n'avait pas encore atteint les visas de travail, donc il fallait trouver des alternatives. Et comment on peut être limité? Quand on pense aux ressources humaines, l'ingénierie ou l'équipe d'opération va vous poser la question, comment j'envoie mes conseillers techniques sur place? Comment j'envoie mon vice-président qui ne veut pas aller en rotation? Comment je m'assure qu'il peut rentrer au pays? Et c'est quoi les règles de douane pour rentrer? C'est quoi le background? Est-ce que j'ai besoin d'un visa? Et ici au Québec, on a légalisé, au Québec ou au Canada, le cannabis. OK? Et tous les antécédents criminels qu'on a un peu décriminalisé aussi, toute la possession de cannabis. Ça ne veut pas dire, Annie, qu'à l'extérieur des autres pays, qu'on a aussi les mêmes règles. Donc, comment un alcotest qui est dans un casier judiciaire, est-ce qu'on vérifie? Moi, je vérifie toujours la partie des antécédents, mais lorsque dans mon examen médical, est-ce que je détecte le cannabis? C'est quoi les règles du cannabis dans le pays où est-ce que nos expatriés s'en vont? Il faut savoir, puis sans aller dans tous les détails, la trace d'un cannabis peut se ramasser dans un délai plus ou moins de 10 jours, selon la traçabilité. Alors, qu'est-ce qui arrive si j'ai un événement qui se produit dans le pays, puis j'ai un cannabis? Il y a toute cette partie-là. Il y a une partie fiscale, qui est la partie, ce qu'on appelle un peu de réciprocité. Est-ce que j'ai une double imposition qui va s'appliquer pour mes expatriés ou ils vont payer selon le fait que je détermine qui est local ou international? Mes premières impôts, je vais les payer. Est-ce que je vais les payer dans le pays où je reste? Et je vais toujours rester un citoyen canadien si je parle du Canada. Mais mes premières impôts, mais souvent, dans les pays, en Amérique du Sud, surtout que j'ai connu, l'impôt est insuffisant. Donc, les gens doivent prévoir un pourcentage d'impôt suffisant qui peut se rendre jusqu'à 25 20 et ils ne l'ont pas nécessairement économisé. Alors, il y a tout, je vous ai parlé de visa, mais souvent, quand on regarde dans un pays, on regarde aussi est-ce que ce pays-là a des ententes avec des pays en voisinage. Parce qu'il peut y avoir des règles qui vont limiter l'accès à des expatriés, que ce soit en pourcentage ou que ce soit en masse salariale. Exemple, si on sait qu'un expatrié peut gagner 3 à 4 fois, souvent dans les pays d'Amérique du Sud,
les coûts? Est-ce que je suis limité à ce que j'ai le nombre de personnes qui est là? Fait que ça, c'est un peu toute la partie, je dirais, structure, un peu première réflexion. Donc, Benoît, ce que je retiens, si je commence à réfléchir à travailler à l'international puis travailler avec les expatriés, dans tout ce que tu m'as dit, je commence pas à recruter du monde, pas pantoute. Je commence à sortir mon crayon papier, mon fichier Excel, puis on va calculer. On va faire des scénarios pour voir, j'engage local, j'utilise des experts internationaux, et là, je vais aller mettre dans toute ma réflexion la réalité des visas, leur accessibilité, Ouais. leur durée, les enjeux de rémunération, de primes que je vais devoir payer, de pays d'origine, d'équité avec le pays où je m'en vais. Je vais devoir considérer aussi toute la notion fiscale qui va rentrer là-dedans. Fait que je calcule longtemps avant de Oui, commencer à penser oui. à recruter quelqu'un. Parce que quand on sait dans un différent projet, que ce soit en CAPEX ou en OPEX, le coût réel d'une main-d'œuvre, c'est important. Donc, et ce qui est important ensuite, par la suite, là, on continue à cheminer, c'est quoi mes coûts de protection, mes coûts d'assurance? Okay? Est-ce qu'il y a vraiment des firmes qui se spécialisent dans les assurances expatriées? Je ne vais pas les nommer, des entreprises comme des assureurs comme Cigna et Aetna sont de très bonnes couvertures, en sachant qu'une rotation ou un contrat peut durer 2-3 ans. Alors, ces assurances-là permettent de couvrir les pertes pour les gens du Québec qui peuvent travailler à l'international et qui ne sont pas sur un payroll québécois et qui perdent leur carte d'assurance maladie, parce que ça fait partie de la réalité. Donc, il y a 183 jours sans tomber dans les règles, mais c'est un peu comme les snowbirds. Ils reviennent souvent pour s'assurer de conserver leur carte d'assurance maladie. Alors, il y a cette partie-là. Mais ce qu'il faut comprendre, et tous ces calculs-là, Annie, peu importe, ce que les gens veulent savoir, c'est comment il me reste dans les poches. Alors, faites les calculs. Il y a des coûts sociaux qui peuvent aller jusqu'à 50-55% selon les pays. Alors, vous devez, ma suggestion, c'est vraiment de savoir. Une fois qu'on sait ça, on peut déterminer e-visa. Est-ce qu'on embauche par l'entité locale ou on continue à maintenir l'entité internationale? Alors, si c'est l'entité locale, ma suggestion, c'est vraiment faire des contrats selon les lois locales du pays. Alors, ça peut être complètement différent entre les contrats qu'on peut connaître ici et les contrats qui peuvent se faire. Hey Benoît, je t'entends nous parler de tout ça, puis je me dis, ça nous prend une grosse marge de manœuvre, il y a une marge d'erreur. On peut facilement, par exemple, imaginer, je peux avoir omis dans le calcul des employés locaux le coût si jamais j'avais à partir, par exemple, donc on ferme nos établissements, je vais devoir avoir des charges que je vais continuer de payer à mes employés. Il y a beaucoup d'espace pour des marges d'erreur au niveau de la fiscalité, des ententes gouvernementales, etc. Alors, je fais ça comment? Ouais. Je regarde quelle marge de manœuvre, moi, comme entreprise, puis comment je l'évalue aussi au niveau de l'employé, une espèce de prime de dangerosité. Là. Ouais. Qu'est-ce que l'employé peut s'attendre comme augmentation En salariale? fait, on utilise souvent un terme. On utilise à l'occasion, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va, mais on utilise des ressources locales, que ce soit fiscalité, que ce soit avocat local, pour s'assurer de bien comprendre les coûts d'employeur, pas les coûts d'employés, parce que les coûts d'employés. Comme l'indice de dangerosité, si on peut dire comme ça, ou de responsabilité ou d'exportabilité, dépend souvent de l'endroit où ce qui est. Exemple, tout ce qui est un peu nord-ontarien. Entre les gens, ce qu'ils gagnent, peut-être entre ce que les gens peuvent gagner localement par rapport à un endroit en rotation, on varie entre 10 à 15 jusqu'à 25-30 Souvent, de ce temps-ci, l'Amérique du Sud, en prime de responsabilité ou supplémentaire, varie aux alentours de 25 L'Afrique, considérant la dangerosité, même si c'est un peu moins fréquent, peut se rendre jusqu'à 30 de prime. Donc, c'est un peu les targets. Le Canada, comme je dis, est souvent 10-15 Donc, l'éloignement, la responsabilité, c'est un peu tout ça. Ce qui fait en sorte, Annie, que le choix de la compagnie va être, est-ce que je mets des gens en permanence dans le pays où je m'en vais ou je fais travailler des gens en rotation? Encore une fois, initialement, dans l'étude de faisabilité, selon moi, l'indice qui devrait vous dicter c'est vraiment le coût et l'éloignement du projet. Pour avoir entendu parler récemment, est-ce qu'en Australie, il n'y a pas de résidence? Mais nous, personnellement, on n'optait pas vraiment pour la résidence familiale. Les projets étaient relativement éloignés. Alors, les gens travaillaient en rotation, selon des rotations souvent de 28 jours, 30 jours de travail versus... et les gens de construction, lorsqu'on est expatrié, normalement, les gens veulent faire beaucoup d'argent, donc beaucoup d'heures. N'essayez pas juste de faire des chiffres de 8 heures. En bout de ligne, à moins que vous compensez, mais les gens ne seront pas intéressés nécessairement à y aller. Mais il y a toute la partie des coûts et il y a aussi la partie qu'il
faut bien penser, c'est toute la partie aussi médicale, OK? La partie médicale, comme je dis, il y a un protocole médical qu'on a toujours établi de façon standard et qui peut être donné n'importe où à travers le monde, mais qui est toujours géré. Et moi, je gérais localement avec Biron, ici dans la région de la Rive-Sud de Montréal, qui pouvait réviser toute la partie de la partie médicale pour s'assurer de la conformité médicale et en sachant qu'on est souvent éloigné des grands centres et des évacuations d'urgence qui ne sont pas tout le temps évidentes. OK. Donc, tu nous as nommé plusieurs entreprises qui peuvent être des bons complices dans tout Oui, ça. Oui, d'abord, première chose, tu nous as dit tantôt, pour ce qui est de réduire les risques d'erreur, pour ce qui est de la fiscalité, les visas, etc., on travaille avec des firmes locales, parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur environnement. oui. Tu nous as parlé de Biron pour ce qui est de la vérification médicale, sans dire qu'on va ramener tout le monde à Brossard, passer des tests médicaux. La révision de leur dossier, c'est Oui, ce qui est... en fait, on crée un protocole standard pour tout le monde pour s'assurer de la conformité, mais il y a une révision par un seul médecin que tu gères sur le fond. Oui. Alors, hey Benoît, tu nous en parles, tu nous Oui, parles beaucoup d'éléments. Hey, dis-moi, en général, combien de temps ça va prendre entre le moment où mon entreprise se dit, hey, ça pourrait être intéressant de faire quelque chose dans un autre pays, et le moment où je vais avoir, j'allais dire en anglais, boots on the ground, avoir quelqu'un qui va être vraiment là. Je pense, je me donne combien de temps pour faire cette analyse de faisabilité puis valider ces scénarios? souvent, l'étude de faisabilité est quand même en amont parce qu'il y a des compagnies qui ont besoin de financement. La partie ressources humaines arrive souvent en plus ou moins après l'étude, en plus ou moins 6 mois avant le début du projet. C'est là qu'on part vraiment toute la structure parce qu'il y a des pratiques à établir, que ce soit au niveau de la logistique, de la pratique à convenir. Donc, plus ou moins 6 mois avant le début du projet, quand il y a eu un go, et c'est là qu'on rentre véritablement pour la partie ressources humaines. Puis, on parle de choses très techniques, Annie, mais en même temps, il y a des choses très humaines. Okay? Être expatrié, c'est aussi laisser des gens derrière soi, c'est aussi euh, être une personne seule, c'est travailler 7 jours, c'est beaucoup d'heures. Okay? Et je me permets, je me permets de partager un petit livre ici qui est très intéressant, là, qui donne quelques idées aux gens, si vous l'envoyez vos expatriés là-bas, qui parle un peu de toute la vie éloignée, qui parle bien sûr de toute la relation familiale lorsqu'on quitte la relation avec notre conjoint. C'est des bons guides, ça s'appelle le guide du travail en région éloignée, ça vient d'Australie. Ça fait des familles en bonne ligne et c'est aussi toute la notion de camp. Parce que vous allez avoir à gérer au niveau des ressources humaines la notion d'hébergement éloigné. Et là, il y a tout aussi une autre vision. Est-ce que si c'est un camp, est-ce que c'est un dry camp? Est-ce que c'est quel accès vous donnez? La facilité Internet. Les gens vont être prêts à voyager, mais ils veulent être certains d'être capables de parler régulièrement à leur famille et ou leurs amis. Okay? Comme je dis, est-ce que c'est un dry camp? C'est quoi les accès Facebook et ou, je dirais, tout ce qui est la facilité visuelle, okay? Je dirais sans entrer dans la partie pornographique, mais il faut renforcer souvent les politiques d'harcèlement parce que les gens éloignés ont une plus grande facilité. Alors, c'est ici tout ça, c'est des longues heures, c'est s'assurer que les gens font de l'exercice sur place. Ça fait qu'il y a une partie très technique, il y a une partie de rotation, mais il y a aussi une partie personnelle que les gens, comme personnes, qui vont travailler en rotation ou éloigné. C'est intéressant ce que tu nous amènes à la partie humaine de l'histoire, au-delà des chiffres, des scénarios, des calculs, de la fiscalité, des visas. Il y a du monde. Merci de nous le rappeler. Hey Benoît, on préparait ce live-là ensemble et tu me parlais des différents types d'horaires. Tu me disais, il y a 3 types d'horaires, c'est intéressant de les garder en tête. Tu nous en parles un petit peu? Oui, bien souvent, on a des horaires différents sur la partie construction. OK? Ça dépend toujours, comme je dis, ça dépend toujours de l'éloignement. OK? En fonction de l'éloignement, parce que les gens voyagent souvent sur leur temps off. Pour avoir connu surtout l'Amérique du Sud, c'était fréquent que c'est des 30-35 heures de transport. Alors, la construction, on connaît souvent du 28 jours. Vous avez sûrement entendu des fly-in, fly-out. Donc, c'est ça. Alors, on peut avoir du 28 jours, 14 jours. On peut avoir du 29 jours, 27 jours. On peut avoir du 30 jours, 26 jours. Donc, ça varie souvent au niveau de rotation. Et comme je dis, dans tous les aspects, il faut aussi s'assurer que les gens qu'on va envoyer, vous savez, au Canada, on ne peut pas faire venir de la main-d'œuvre si on l'a déjà ici. Il faut vérifier cet aspect-là, je l'ai peut-être oublié au début, mais il faut s'assurer que les gens qu'on envoie sur place ne prennent pas nécessairement la place des gens du pays.
parce qu'ils risquent d'être refusés aussi au niveau du. Alors, on utilise souvent les termes superviseurs, formateurs, parce que le rôle des expatriés, c'est aussi de former les gens de la main-d'œuvre locale et de développer leur qualification. Alors, c'est un certain nombre de validations avant de partir avec notre bâton de pèlerin pour dire, bon, ben on part, puis il y a un projet qui va de l'avant. Bon. Hey Benoît, on arrive proche de notre conclusion. Oui. Qu'est-ce que tu souhaites que nous retenions de cet échange-ci? Moi, j'ai une pensée en me disant, quelles sont les erreurs que tu vois les gens commettre? Comment on peut ramasser ça, des erreurs à éviter? Qu'est-ce qu'on retient de notre discussion? Oui. Ben, je pense que tu l'as bien mis la table au début, Annie, en disant, c'est pas vrai qu'on part tout de go et qu'on part avec une idée préconçue. Faut respecter, on est là comme visiteur dans un pays qui n'est pas notre pays. Alors, on doit respecter, on doit se familiariser avec les coutumes parce que c'est souvent complètement d'autres éléments de ce qu'on ne connaît pas nécessairement. Et c'est avec une certaine humilité, un certain respect, mais la préparation, selon moi, est le maître du tout. Donc, la préparation de l'entreprise, le calcul, l'analyse de faisabilité, le choix des scénarios qui vont être retenus, le réalisme de certaines croyances qu'on peut avoir au départ, la préparation de la famille, de l'expatrié lui-même, puis la préparation du pays qui va recevoir aussi. Donc, j'entends préparation au sens très large. Oui, oui. Et souvent, la partie, on pense beaucoup à la partie, que ce soit ingénierie, dessin, mais il faut aussi penser à la partie humaine, qui sont le transport, les vols. Est-ce que les gens voyagent en classe économique, en classe affaires, comment que les rotations vont se faire, les endroits de coucher, les transports terrain, les transports logistiques, un peu tout ça. Benoît, ce fut un plaisir de te recevoir. Merci aujourd'hui de nous avoir permis d'aller chercher dans ta tête. On voulait comprendre les balbutiements, par où on commence quand on gère des ressources humaines à l'international, des expatriés. Alors, on rappelle que tu travailles à ton compte, tu es spécialiste dans le domaine, tu œuvres beaucoup dans le domaine minier et c'est ton quotidien, toi, de travailler avec des expats. Oui, oui. Bien, merci de l'opportunité, Annie. Merci tout le monde. Merci, Benoît. Au revoir. Merci.